Je me nomme Nafé Keita. Je suis enseignant-chercheur à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Je suis philosophe et anthropologue de formation. J'ai eu à commettre une thèse sur la seconde génération des rébellions des années 90 en termes de comparaison entre la rébellion de 63-64 et les rébellions de 90. Et également, je m'intéresse davantage aux questions de politique publique en matière de télécommunications, de politique publique en matière d'urbanisme, en matière de foncier et de villes. Voilà. Donc, M. Keita, nous allons passer directement par les questions. Dans un premier temps, nous voulons savoir la situation géographique même de l'Azawad. L'Azawad, en tant que terme géographique, est une cuvette située entre la ville de Tombouctou et la ville d'Arawan. Une cuvette qui a une superficie à peu près de 80 km², qui est généralement utilisée par les populations de pasteurs nomades pour aller vers la cure salée à période post-hivernale. Donc à ce niveau, ces lieux géographiques, ces terroirs géographiques, ces terroirs de production, depuis un certain moment est devenu un concept qui renvoie à une certaine forme d'identité territoriale. L'Azawad en tant que tel n'a pas de dimension historique, n'a pas de dimension géographique. Généralement, c'est davantage quand les différents mouvements ont eu à convoquer ce concept-là. C'était dans les années 88, quand ils sont allés voir l'un des signataires de la pétition de 1958 contre l'instauration de l'autorité de la République soudanaise sur certaines parties des régions du Nord. Quand ils sont allés le trouver, parce qu'il avait été emprisonné après la rébellion de 1964, et après, quand il a été relâché, il a élu domicile, il vit en exil au Maroc. Donc quand ils sont allés le trouver pour déclencher la seconde génération, c'est lui qui a dit qu'il pourrait leur apporter une contribution en leur donnant le nom de l'Azawad. C'est pourquoi les différents mouvements qui ont été créés entre 89 et 90 ont tous porté l'acronyme Azawad. Donc l'Azawad, historiquement, ça renvoie à un parcours pastoral, pas à une réalité territoriale, parce que l'Azawad en tant que tel, ce parcours pastoral est pratiqué autant par les éleveurs arabes, les éleveurs Soraï et les éleveurs Tamashek. Donc les pasteurs nomades Tamashek, donc ça ne renvoie pas à une identité propre à un groupe ethnique. Voilà. Pour conclure ça, est-ce que vous pouvez nous situer étymologiquement le mot, sa provenance et sa signification? Azawad, ça vient du mot Tamashek Azawa, qui renvoie à la cuvette. Alors quand on parle de cuvette en zone nomade, c'est davantage une région propice ou une zone propice à des parcours pastoraux. Quand on parle de parcours pastoraux, c'est dans la zone où il y a des retenues d'eau, il y a du pâturage qui pourrait faire en sorte en réalité que les éleveurs pasteurs, en période de vaches maigres et en cherchant la cure salée, pourront amener leurs animaux pour les donner les éléments nécessaires à ce que ces animaux puissent se sustenter. Voilà. C'est une cuvette. Voilà. Nous voulons savoir maintenant l'historique de la colonisation du Nord Mali. Et les régions qu'on appelle communément les régions du nord du Mali ont été colonisées différemment avec les autres régions du pays. Parce que quand on essaie de nous remémorer suivant les différents axes de pénétration coloniale, c'est beaucoup plus la colonisation de l'actuel territoire du Mali a été conduite au niveau de 3 axes. La première axe, c'est à partir de l'Algérie, quand les colons sont descendus de l'Algérie vers le Sahara. Le deuxième axe, c'est davantage par le Sénégal. Et le troisième axe par les pays côtiers, à savoir la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, Dahomey. Donc, ce sont en réalité ces 3 axes
qui ont été formés et qui ont eu à faire convergence vers les régions du Sahel et du Sahara malien. Donc à ce niveau, historiquement, quand on parle de l'histoire de la colonisation du territoire de l'actuelle République du Mali, les régions du Nord ont été les dernières régions à être conquises. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, pour mieux comprendre ces aspects-là, lors de la Première Guerre mondiale, toutes les régions ont eu à participer différemment à la contribution de guerre. Mais pour la deuxième rébellion, et quand on essaie de voir au niveau des archives, on ne verra le nom d'aucune population d'origine tamashek ou arabe au niveau du contingent des tirailleurs dits sénégalais. Donc à ce niveau, les populations des régions du Nord ont davantage participé en termes de contribution, en termes de nourriture. Et qui sait bien comment la Deuxième Guerre mondiale s'est déroulée, déjà l'AOF, la capitale de la portion coloniale de l'Afrique occidentale était du côté de Vichy. C'est l'AOF qui était davantage du côté des gaullistes. Donc, c'est beaucoup plus les régions du nord du Mali et de l'est du Mali qui ont eu à participer à cela. Mais davantage, c'est en termes en réalité de contribution en nature de bétail. Et quand il s'est agi de la colonisation, ces régions du nord ont été les dernières régions conquises par la colonisation. Et la pacification, la dernière pacification, remonte à la lutte de la résistance contre Féroun en 1916. Donc de 1916 à 1960. Donc ce sont des régions en réalité qui ont très peu connu la colonisation. Mais de ce fait, ces régions davantage ont eu à vivre la colonisation autrement. Quand il s'est agi de contributions ou en termes de mobilisation de la population, davantage ces régions ont très peu contribué aux réalisations d'infrastructures dans le pays. Et ce qui explique que les premières écoles françaises ont été ouvertes dans ces régions-là à partir des années 1947. Et c'était beaucoup plus en réalité des écoles qui avaient l'onction des chefs de tribu. Ce qui explique que le nombre de cadres Touareg à l'indépendance, il n'y avait presque pas de cadres Touareg à l'indépendance de l'administration publique. Et le plus gros contingent des cadres Touareg qui sont sortis de l'école malienne a commencé vers les années 83-84. Or, en 83-84, le Mali avait eu à signer des accords avec la Banque mondiale et le FMI, qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel, qui empêchaient l'État malien à recruter de la fonction publique. Sinon, tous les cadres formés des grandes écoles étaient directement intégrés dans l'administration publique. Donc, en 83-84, avec les accords de passe, l'État malien ne pouvait plus recruter. Et la période 83-84 a coïncidé avec la seconde génération de sécheresse au Mali et beaucoup plus de Maliens sont allés en exil, en migration. Et à ce niveau, nombre de Touaregs sont allés en Algérie et en Libye. 83 à 86, Kadhafi a lancé son projet Pan-Sahel en demandant à tous les Touaregs de regagner la Libye et de considérer la Libye comme leur patrie. Donc à ce niveau, ils ont été, nombre de Touaregs maliens, nigériens et algériens ont été enrôlés dans la Légion islamique qui ont eu à faire la guerre au niveau de la bande d'Aouzou contre le Tchad et qui ont eu à faire la guerre de Tripoli. Bon, quand on parle de Tripoli, davantage les gens voient Tripoli de la Libye, mais il y a également une ville qu'on appelle Tripoli au Liban qui participait à la lutte pour l'autonomie et l'indépendance du territoire palestinien. Et d'autres ont eu à guerroyer au niveau du Pakistan et au niveau de l'Afghanistan. Donc dans les années 90, le nombre de ces migrants armés ont décidé de retourner au Mali, ce qui a amené la seconde génération des rébellions au Mali, qui, c'est bien en réalité, cette seconde génération des rébellions, les gens demandaient davantage à être considérés comme maliens. Parce que la rébellion de 1963-64, quels que soient en réalité les enjeux ou les raisons évoquées, à mon avis, je pense que c'était une raison. Cette rébellion avait une cause essentiellement fiscale. Parce que c'est le Mali, en battant sa monnaie, en voulant créer une économie nationale et planifiée, le régime avait besoin beaucoup plus de ressources mobilisables à l'intérieur. Ce qui a amené le gouvernement de l'époque à revoir les taux d'imposition. Par exemple,
quand la tête d'un bœuf était imposée sous la période coloniale à 15 francs, à partir de 62, avec la planification de l'économie, la tête de bœuf s'est vue imposer à 125 francs. Donc, le mode de production de l'élevage nomade n'était pas assez approprié par les dirigeants de l'époque, ce qui a amené à cette crise fiscale de 62 et qui a amené la rébellion de 63-64, ce qui est assez différent de la rébellion des années 90, où des jeunes Touaregs, en ayant appris le métier des arbres, au retour au pays, ont voulu être considérés comme des Maliens à part entière. Voilà ce que je pourrais dire sur la question. Donc, M. Keita, après cette historique sur la colonisation du Nord, nous voulons savoir maintenant, par rapport à cette même histoire, le positionnement et l'histoire de la famille Intala, si vous avez connaissance. Oui, à ce niveau, l'histoire de la famille Intala est intimement liée au process de la colonisation en tant que telle. Et vers les années 50, le chef de la confédération IFORAS, à la fin des années 50, a été destitué au profit d'Intala. Donc, l'ordonnancement normal de la chefferie a été changé par la colonisation. On a destitué un chef pour mettre Intala vers les années 57-58 comme aminokal, à savoir le chef de toute la tribu. Or, à ce niveau, il faut comprendre que la confédération IFORAS est formée par plusieurs tribus nobles, plusieurs tribus guerrières, plusieurs tribus dépendantes et plusieurs tribus en réalité vassales. Donc à ce niveau, ce changement perpétré par le colon et ceux à qui on a eu à enlever la chefferie dans les années 57-58, ce sont ceux-là qui ont été à la base de la rébellion de 63-64. Donc Intala a eu à asseoir son autonomie sur les autres tribus. Or, avant la colonisation, les Iforas payaient le tuissé, à savoir le tribut traditionnel, l'impôt traditionnel, au regard de l'Algérie et aux Illuminidènes de Ménaka. Donc c'est la colonisation française, à partir de la convention de Bourem, vers les années 1905-1907, qui a eu à rendre les tribus Iforas autonomes, indépendantes des autres tribus. Donc leur autonomie, leur indépendance est une création coloniale. Premier fait. Deuxième fait, le changement à la tête de la tribu est également un fait colonial. Donc avec les indépendances, Intala était obligé, pour avoir plus de pouvoir, pour asseoir davantage son autonomie, sa notoriété, sa légitimité sur les autres tribus Iforas, à s'allier aux autorités de Bamako. Pour la simple raison, Intala a eu même à écrire au chef des Illuminidènes pour accepter l'autorité des gens de Bamako, pour dire que le territoire du Mali et que les Iforas ne relèvent plus, ne peuvent pas en réalité prétendre relever de l'Algérie parce qu'ils ont déjà eu leur autonomie, leur indépendance déjà à partir de 1907, donc ils relèvent de Bamako. Et il a eu à utiliser une formule pour dire, en prenant en exergue les cours des différents oueds se trouvant dans la région de Kidal, où est-ce que ces cours d'eau en réalité convergent? Tous ces cours d'eau convergeaient vers le fleuve Niger, donc ils ne peuvent en réalité que revendiquer l'appartenance au Mali. Donc, la position de la famille Intala est déjà en réalité un fait colonial, un fait de la colonisation. Donc Intala a eu à asseoir son autorité sur les autres tribus qui avaient les mêmes positionnements en termes de familles guerrières, en termes de familles maraboutiques, en termes de familles nobles. Donc en asseyant son autorité, donc tout dans la région de Kidal tournait autour d'Intala. Sauf qu'après la rébellion des 90, il y a d'autres tribus nobles qui ont eu à revendiquer pour être associés davantage à la gestion tribale, à savoir la tribu des Ifugumiciennes.
Les Ifugumisen sont autant nobles que les Iforas. Pour vous donner plus d'ample d'expérience, ou même pour visualiser la représentation de la tribu des Ifugumisen, il y a des gens comme Ibrahim Bahanga, des gens comme Alassane Faraga. Ils sont de la tribu Ifugumisen. Donc, la rébellion de 2006-2008 sont davantage du fait en réalité de la tribu des Ifugumisen, parce qu'ils se sont dit, de moins ils sont autant nobles que les Iforas, que les Ken Afela, à savoir la tribu d'Intala. Donc, chaque fois qu'il y a des processus d'intégration au niveau des forces armées de sécurité et au niveau de l'administration, c'est davantage les Ken Afela qui étaient en réalité les plus sollicités et non les Ifugumisen. Donc, la rébellion des années 2006-2007 demandait à ce qu'on puisse revoir le positionnement des différentes tribus en fonction en réalité des allégeances citoyennes ou en fonction en réalité de ce que l'État pouvait, en termes en réalité des capacités que les uns et les autres pouvaient revendiquer pour accéder aux ressources de l'État. Donc, à l'intérieur de la tribu Iforas, il y a des tribus qui sont nobles, qui sont guerrières, qui ont le même statut, mais seule la tribu qu'elle a fait là, seuls les membres de la tribu qu'elle a fait là peuvent accéder au Tobol, à savoir le pouvoir de l'Amenokala. Les autres tribus, ils sont nobles, mais ils ne peuvent pas accéder à l'Amenokala. Donc l'enjeu fondamental aujourd'hui autour de la famille Intala, c'est quoi? Mohamed Ag Intala, qui était du Yémen là, et son petit frère Al-Gabas Ag Intala, qui était dans Sardine, tous des députés à l'Assemblée nationale, et que, avec l'entregent de Yad Agali, lors d'une des réunions tribales, Yad Agali a fait passer comme régent de la tribu Iforas Al-Gabas Ag Intala, aux dépens de son grand frère Mohamed Ag Intala. Donc, des problèmes à l'intérieur d'une famille ont pu réagir de telle manière qu'en réalité, ces problèmes ont pu s'attaquer à la substance même de l'État du Mali. Un problème à l'intérieur de la famille qui a réagi sur la nation. Mohamed Intala, c'est l'aîné de la famille. Statutairement, c'était à lui que devait venir la régence. Mais du moment où le papa encore est en vie, Al-Gabas, à partir de l'entretien de Yad Agali, on a fait passer Al-Gabas comme le régent. Donc, il y a cette compétition à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de la tribu qu'elle a fait là, et la compétition également entre la tribu qu'elle a fait là, avec les autres tribus nobles, guerrières, indépendantes, et en même temps, il y a d'autres tribus qu'on appelle les Zidnan, qui sont également nobles. Il y a les Zimrad, qui sont en réalité des tribus vassales. Chacune de ces tribus voudrait en réalité s'autonomiser. Donc c'est dans ce contexte-là qu'est advenue la rébellion des années 2012. Pour essayer de donner un... Est-ce que vous pourriez donner des sortes de pourcentages démographiques, si c'est possible, dans l'État Machek Donc à ce niveau, si on essaie de bien voir les choses, les Kel Afela représentent à peu près 5 à 7% de la population. Oui, les Kel Afela, les Ifugumisen, les Idnan, les Imrat et d'autres composantes tamashek représentent à peu près 47% de la population dans la région de Kidal. Et sur ces 47% de la population, les Kel Afela représentent à peu près entre 2 à 7%. Les Idnan sont plus nombreux et les Ifugumisen que les Kel Afela. Mais dans la logique tribale, le pouvoir doit échoir seulement au Kel Afela. La grande majorité des Touaregs ne sont pas d'origine noble et guerrière. C'est ce qu'on appelle les Imrats. Et à côté des Imrats, également, il existe d'autres couches qu'on appelle les Iklan, à savoir les esclaves. Et ils sont soit métissés ou soit noirs d'époque, qui sont davantage majoritaires dans la population. Donc tout l'enjeu se trouve dans des configurations et des clivages entre sociaux et des configurations tribales. Tout l'enjeu à ce niveau se joue à ce niveau. Parce que simplement avec la démocratie et la décentralisation, nombre d'autres tribus qui soient majoritaires n'ont pas pu accéder à des pouvoirs locaux. Donc il y a une compétition entre les différentes tribus pour la gérance de ces pouvoirs locaux. Or, entre-temps, avec la présence de l'ACMI,
nombre de tribus se sont affiliées à ces gens-là pour asseoir davantage leur autorité et leur pouvoir de puissance. Donc, ils ont eu à créer des pouvoirs tribaux, des pouvoirs ethniques. Voilà en réalité, à mon avis, l'enjeu qui se trouve autour en réalité, de ces différentes configurations et de ces différents clivages. Et le MENELA a des racines assez profondes. Quand on voit le MENELA actuel, le Mouvement national de libération de l'Azawad, qui est assez différent de son ancêtre, le MNA, Mouvement national de l'Azawad, et ce MNA a été formé essentiellement par des jeunes Touaregs et Arabes à Tombouctou vers les années 2010. Et ces jeunes ont en commun d'être des anciens étudiants de l'université de Bamako. Ils venaient tous en majorité de terminer avec les facultés. Ils n'avaient pas trouvé à s'employer. Ils accusaient leurs grands frères ou leurs tontons des années 90 d'avoir trahi l'idéal de la revendication touareg, à savoir intégrer et se considérer des Maliens à part entière. Parce que davantage, on a eu à remarquer, parce que c'est cela aussi le problème qui renvoie à la question de l'intégration nationale et de la cohésion sociale. Davantage, quand les Maliens du Sud veulent parler à leurs camarades de classe Touareg, ils les désignent généralement par AG. AG, ça renvoie à un acronyme qui dit dans la société tamashek fils d'eux. Donc, dans une communauté où on n'est pas identifié par ce qu'on est, par son nom propre, mais par son père, ça pose problème. Ou la figure du tamashek, même en classe, dans les amphis, nombre de jeunes Touaregs ou Arabes se voyaient appelés rebelles. Il suffisait seulement d'avoir la peau blanche pour être appelé rebelle. Donc cela a amené à la constitution ou à la création d'une nouvelle forme d'identité. Et cette nouvelle forme d'identité a renvoyé également à la construction de ce que j'appelle les découpages maillages, à savoir les gens de Bamako, les gens du Nord. Quand on va dans les régions du Nord, quand on veut désigner les responsables politiques du pays, on dit les gens de Bamako. Pour décider de quelque chose, il faut aller à Bamako. Donc, ce sont en réalité ces différents renvois qui ont amené les jeunes du MNA à créer le mouvement national de l'Azawad. Entre-temps, l'État malien n'avait pas eu à gérer complètement la rébellion instituée par Ibrahim Agbahanga à travers son mouvement ANTMSC. Donc, le fait qu'en réalité, ces deux mouvements ont eu à converger, et en même temps avec le retour des migrants armés, et qui, de retour, avaient dans leur bagage un colis spécial, l'ancien chef de service de renseignement de Kadhafi. C'est là où le MNLA a été créé. Donc le MNLA en tant que tel a été créé sous l'effet de la conjonction de plusieurs facteurs, participant à une certaine forme de déréglementation des régions du Sahel et du Sahara. Voilà ce que je pourrais dire. Vous avez des questions spécifiques? D'accord. Donc, par rapport à cette même sorte. Oui, oui. Donc, maintenant, par rapport à la position actuelle, la politique malienne d'aujourd'hui, et on peut parler notamment de la crise que le Mali vit maintenant. Quelles sont les perspectives selon vous, en tant que spécialiste, en tant que sociologue, quelles peuvent être les perspectives de résolution de ces conflits maintenant engendrés, comme les gens disent, par MNLA comme première source? Et la question en réalité, le MNLA en tant que tel est d'émanation et en même temps il a été assez supporté par le pouvoir de Sarkozy à l'époque. Quand on va parler de la politique malienne, il n'existe pas de politique malienne spécifique pour la gestion de ces crises. Parce que déjà, depuis l'éclatement de la crise jusqu'à ce jour, il y a un agenda international qui a été imposé au Mali. La politique nationale du Mali, au temps d'ATT, c'était en réalité
de mettre en convergence tous les différents pays du front pour lutter contre le problème. Parce que la sanctuarisation de l'AQMI relève du fait que l'ancien MIA, Mouvement Islamique Armé, qui est devenu le GIA et le GIA qui s'est transmué en GSPC, le GSPC en AQMI, c'est un problème d'abord algérien qui a été confiné par les autorités militaires algériennes et les confiné au niveau du Sahara, le sud algérien et le nord du Mali. Donc, du moment où les pays du champ avaient des interprétations différentes pour gérer la question, en ce temps, la France et les États-Unis étaient en compétition pour avoir en réalité la base des Tessanites, et les Américains ont essayé de soutenir les armées des pays du champ dans la lutte contre le terrorisme. Malheureusement, cela a trouvé déjà que l'AQMI s'était sanctuarisé dans la région du Nord et que l'AQMI a eu à sympathiser avec un nombre de chefferies tribales. Donc, en 10 ans, des années 93 à 2012, en 10 ans, l'AQMI déjà en réalité s'était territorialisé dans ces régions-là et avait pris les habitudes, avait essayé de comprendre les habitudes, et au même moment, il y avait en réalité une vacuité de l'État du Mali dans ces régions du Nord. Donc, avec la crise libyenne, donc, et les prises d'otages et le trafic de la résine, d'abord le trafic de la cigarette et le trafic de la résine de cannabis et de la cocaïne, à partir des pays faillis comme la Sierra Leone, comme le Libéria et la Guinée-Bissau. Donc, il y a eu une translation en réalité des différents mouvements vers les régions du nord du Mali pour transformer ces régions-là en réalité en zone insécure, en zone en réalité de non-droit. Donc voilà les différents enjeux qui tournaient autour du nord du Mali. Et pour mieux comprendre ces régions, ces différents enjeux, dites-nous bien une chose. Dans la lecture géopolitique internationale de l'Union européenne, ce n'était plus la Méditerranée qui était considérée comme la frontière naturelle entre l'Afrique et l'Europe pour contrer en réalité l'immigration, mais davantage le Sahara. Premier niveau. Deuxième niveau, ces différents pays de l'Occident avaient besoin d'accéder à des ressources énergétiques. Et dans cette compétition, l'Algérie a eu à doubler les États-Unis et la France en créant une société algérienne des droits australiens, la société Barakat, pour avoir le premier permis de prospection au niveau du bassin de Taoudéni. Or, il y avait également la compétition entre le fonds souverain libyen qui faisait des investissements hôteliers et au niveau de l'Office du Niger au Mali, et il y avait également la compétition avec le fonds souverain marocain qui investissait les banques et les télécommunications. Donc, à un moment bien déterminé, on s'est rendu compte que ce ne sont plus les pays, des pays en tant que tels, qui venaient en réalité à la charge du Mali, mais davantage des oligopoles internationaux. Et ces oligopoles, aujourd'hui, nous avons France Télécom et nous avons Vivendi, entre Orange et Malitel. Et parallèlement, pour les autres pays de la sous-région, le Mali qui était davantage considéré comme un marché naturel, avec la création de la cimenterie de Djo et une nouvelle cimenterie en vue, où est-ce qu'on pouvait écouler en réalité le ciment sénégalais, le ciment ivoirien, le ciment béninois, le ciment togolais. Donc ce sont ces différents enjeux qui ont fait en sorte que le régime d'ATT était en réalité asphyxié, et avec la crise libyenne, donc ATT en réalité ne pouvait plus rester. Il nous faut comprendre en réalité ces problèmes à ce niveau-là. Des enjeux sous-régionaux, des enjeux internationaux qui faisaient en sorte en réalité que le Mali ne pouvait en réalité qu'être à ce niveau-là. Donc à ce niveau, avec l'intervention de la France et des Nations Unies, l'agenda n'appartient pas aux Maliens. L'agenda est international. Même les élections, il a fallu un accord parrainé par l'international pour qu'on puisse faire une élection présidentielle au Mali, pour que les Maliens puissent avoir un président légal, pas légitime. L'enjeu à ce niveau. Donc, dans ces conditions-là, l'agenda ne peut pas appartenir aux Maliens. L'agenda est international. Du moment, ce sont en réalité la police des Nations Unies, la gendarmerie des Nations Unies et l'armée des Nations Unies qui sont sur le territoire malien avec les troupes servales.
pour bien comprendre en réalité cet état des faits, quand on a commencé en réalité la reconquête des régions du Nord, c'est davantage la garde républicaine qu'on a vue que l'armée. Ce qui explique ces regains de tension au niveau de la région de Tombouctou et de Kidal, c'est que les gardes républicaines ont été les premières à investir le territoire que l'armée. Donc difficilement, la gendarmerie et la police peuvent faire leur travail avec des renseignements. Parce que l'agenda n'est pas malien, l'agenda est international. Quelle est la part du MNLA dans ce problème-là? Est-ce qu'il n'y a pas c'est subjectif, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme un opportunisme? Et vous avez évoqué que le président Sarkozy a appuyé la création de ce mouvement. Oui, et à ce niveau, il faut comprendre, et cela va de soi par rapport aux intérêts français, du moment où il y avait des otages français dans le Sahel, et que la France a trouvé que le pouvoir public du Mali de l'époque ne faisait pas grand-chose, ils ont eu à faire intervenir le président burkinabé et le président mauritanien pour la libération de leurs otages. Et en même temps, c'était ces deux pays-là qui servaient de pont en réalité pour mener des actions contre les champs d'Aqmi dans le Sahel. Et le MNLA a eu le soutien de la France du moment où la France cherchait en réalité à se débarrasser du régime de Kadhafi, parce que beaucoup de gens en réalité ne le disent pas, ou peut-être par mégarde ou par amnésie collective, les gens ont oublié que lors d'une visite de Mme Clinton à Tripoli, elle a exprimé à Benghazi, elle a exprimé clairement le vœu en réalité de finir avec Kadhafi. Il faut tuer Kadhafi. Tellement il y a le flux d'informations, les gens oublient. Il faut tuer Kadhafi parce que Kadhafi a assez d'informations par rapport à l'élection de Sarkozy. Kadhafi a assez d'informations par rapport aux nombreux coups que les États-Unis ont menés au niveau des camps palestiniens du Liban, parce que la Libye aidait ces camps palestiniens. Kadhafi a assez d'informations par rapport aux enjeux qui tournaient autour du projet d'annexion du Tchad, principalement la bande d'Aouzou. Et Kadhafi, par rapport à sa centralité dans la gestion des affaires africaines, et Kadhafi devenait en réalité très gênant. Or, à ce niveau, pour se débarrasser de Kadhafi, il fallait chercher en réalité à le mettre à distance avec ses premiers fidèles, dont le chef des services de renseignement. Donc, la France a pu le faire avec les troupes qui étaient basées à Seba, et ces troupes dont la majorité est constituée par des Touaregs d'origine malienne. Ce sont eux qui ont convoyé le chef de renseignement libyen au Mali. Or, à ce niveau, il y avait les troupes nigériennes à leurs frontières. Donc, cette troupe d'élite est passée forcément par l'Algérie. Or, du moment où la diplomatie malienne était en mal avec l'Algérie, la Mauritanie, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali devient en réalité le maillon le plus faible. Donc, dans l'objectif, c'était d'utiliser cette force spéciale pour lutter contre Aqmi. Mais à l'œuvre, au lieu de lutter contre Aqmi, ils ont lutté en réalité contre une autorité chancelante du pouvoir d'ATT. Quand cette rébellion a éclaté, donc la meilleure des choses, c'était d'abord, pour en réalité permettre à ces gens-là de lutter efficacement contre Aqmi, c'était de mettre un terme en réalité au régime d'ATT. Malheureusement, ceux qui étaient les plus en vie pour prendre le pouvoir, malheureusement, ce n'est pas eux-là qui ont eu à prendre le pouvoir. C'est beaucoup plus en réalité des officiers subalternes. Donc c'est là où le MNLA a eu pignon sur rue, à travers une vitrine, au niveau des RFI, au niveau de France 24. Donc à ce niveau, ils avaient en réalité, les portes là s'étaient ouvertes au niveau du Quai d'Orsay, au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc l'objectif, c'était de permettre la libération des otages français. Malheureusement, dans le feu de l'action, ils se sont rendus compte que les gens du MNLA avaient un tout agenda que la libération en réalité des otages français. Donc à ce niveau, la France aujourd'hui craint
que en réalité cette connivence ne soit su, ne soit mise en réalité sur la table, contraint maintenant les autorités maliennes à vouloir négocier avec le MNLA. Parce que avant l'intervention de l'opération Serval, le MNLA en tant que tel n'avait des vitrines qu'en réalité en France, au Burkina et à Niamey, qui est plutôt en Mauritanie. Qui sait bien que c'est cette même Mauritanie qui est à la base de la rébellion casamançaise qui a éclaté dans les années 83 au Sénégal. Donc, à ce niveau, tout aisément se comprend et en même temps, l'arrestation de l'ancien chef de service de renseignement libyen en Mauritanie après plusieurs allers-retours entre le Maroc et la Mauritanie et le Mali. Cela, en réalité, c'est connu tout aisément. Voilà. Et pour finir, sur une vision un peu scientifique, qu'est-ce que le MNLA représente en poids de population sur les populations du cercle de Kidal? Et à ce niveau, et il faut être très clair à ce niveau, le MNLA en tant que tel, même ses affidés, ne représente pas plus de 5% de la population tabachique. Le MNLA est ultra minoritaire, non pas seulement à Kidal, à Tombouctou, à Gao et dans toutes les autres régions du Mali. Le MNLA ne représente que quelques individus, pas de la communauté Touareg. Parce que généralement, quand on parle de la communauté Touareg, cette communauté Touareg est diverse, est plurielle et multiple. Et les gens ne se retrouvent pas dans le MNLA. Le MNLA ne représente que ses seuls membres. L'enjeu fondamental est à ce niveau. Le MNLA n'est pas que Touareg. Le MNLA n'est pas Touareg. La majorité de Touareg ne se reconnaissent pas dans le MNLA. Et les Touaregs en tant que tels sont plusieurs multiples. Parce que quand on parle du Mali en tant que tel, il y a 3 grandes confédérations Touareg au Mali. Il y a lesquelles IFORS, il y a lesquelles Ouléménéden, il y a lesquelles Antaras. Mais à côté de lesquelles Antaras, il y a les Tenguergif, il y a d'autres groupes. Par exemple, quand je prends le cercle des Menaka, il y a un groupe, les Daoussak. Ils sont confondus aux Touaregs, mais ils ne sont pas Touaregs. Ils ont leur identité propre. Or, les Daoussak représentent à peu près 49% de la population des Touaregs des Menaka. Donc, le MNLA en tant que tel est ultra minoritaire dans la société Touareg. Le MNLA ne doit pas être confondu au Touareg. Que cela soit clair.